Réginald Guay, directeur général adjoint de Macadam Sud, merci d'avoir accepté notre invitation dans le cadre des entrevues de Liaison Info-Ressources. Bonjour André, ça me fait plaisir. Réginald, j'aimerais ça que dans un premier temps, tu nous expliques la mission de Macadam Sud, peut-être dans ses différents volets. Bien, écoute, Macadam Sud, c'est un organisme, d'abord c'est un organisme jeunesse, donc on est là pour que les jeunes essaient autant que possible de donner une orientation à leur vie, disons que on n'est pas là pour leur dire quoi faire, mais on est là pour les aider à voir clair un peu dans ce qui se passe. Donc c'est une mission jeunesse, mais on a refusé d'aide à personne. Finalement, c'est un organisme qui a 33 ans d'existence. Je pense que tout le monde connaît aussi le TROC, qui malheureusement est sorti de la rue depuis environ quelques mois, en fait, de 3 ou 4 mois, parce qu'il y avait il est complètement mort, il était plus utilisable véritablement. Donc on a dû le sortir de la route, mais on essaye autant qu'il se peut de trouver des fonds nécessaires pour remettre une unité mobile du TROC dans la rue. Cela dit, oui, on est un organisme avec une mission passablement large, une mission jeunesse, mais comme je le disais, étant donné qu'on ne refuse d'aide à personne, on a développé au fur des années, au cours de ces 33 années d'existence-là, beaucoup de volets pour nous permettre d'aller au-devant des personnes avec qui on travaille. Donc, le TROC étant un outil privilégié, je pense que la plupart des gens de Longueuil connaissent bien ce véhicule-là. Mais on a aussi, au fil du temps, développé le rapprochement interculturel, on a développé l'école de la rue, qui est en bas, l'école pour les raccrocheurs. On a développé ici le centre de jour, qui est le centre d'intégration, de jour espace jeune. Et puis, évidemment, à la base du travail de Macadam, c'est le travail de rue. C'est le travail de rue, une approche de réduction des méfaits. On a une équipe de quand même 5 travailleurs de rue à plein temps sur le terrain, plus une travailleuse de milieu. Et finalement, une équipe d'intervenants jeunesse qui, eux, se spécialisent un peu plus dans l'intervention auprès des jeunes de 12 à 17 ans qui œuvrent tout particulièrement dans le quartier Saint-Jean-Vianney. Et qui sont là, en fait, le squat, cette équipe d'intervenants-là, jeunesse, qu'on appelle le squat, sont à tout fait pratique à l'origine de l'organisme, complètement. Les tout premiers balbutiements de Macadam Sud, à l'époque, qui s'appelait des clics et des gangs, c'était une entente de collaboration qu'il y avait eu entre la ville de Longueuil et des clics et des gangs pour aider les jeunes à réaliser leurs projets. Et les intervenants étaient là pour les soutenir dans la réalisation de leurs projets, en premier lieu, et en second lieu, bien évidemment, d'organiser des activités pour eux, de toutes sortes, des sorties, etc. Et finalement, Macadam est parti de là, et on a développé des volets au fur et à mesure que le besoin se faisait sentir sur le terrain. Alors voilà, c'est la mission, mais c'est aussi un survol de l'ensemble des volets qu'on offre ici. Est-ce qu'il y a des aspects de votre mission qui sont, je dirais, mal perçus par les partenaires ou encore des volets de votre expertise qui sont sous-utilisés? As-tu des... Écoute, c'est toujours un peu délicat de dire ça parce qu'on ne veut pas... on fait toujours... on connaît le milieu communautaire avec ses susceptibilités. Il faut toujours faire très attention de ne pas... Voilà, prétentieux. C'est-à-dire se donner une mission qu'on n'a pas. Il y a des normes, une loi non écrite dans le communautaire qui dit qu'on ne doit pas dédoubler les services de d'autres organismes et j'en fais part de ça aussi. Je pense que c'est très important de le respecter. Sauf que des fois, on a une façon de travailler qui permet une sorte d'élasticité un peu dans les services. Et ça, bon, disons que je n'oserais pas dire qu'on est les experts en intervention dans la rue, mais l'organisme a toujours travaillé à partir d'une philosophie de travail de rue. C'est notre intervention, c'est notre façon d'intervenir à la base. Cela dit, au cours des années, on a quand même développé une expertise qui est relativement importante parce que les organismes de travailleurs de rue
dans le Grand Longueuil, sur la Rive-Sud, il y en a très peu. Sinon, on est pratiquement les seuls, particulièrement avec une structure de coordination et de supervision clinique. Ce que la plupart des organismes font un peu du travail de rue. Tu vas avoir certaines maisons de jeunes qui en font, mais il va y avoir un intervenant et cet intervenant-là n'a pas véritablement de coordination proprement dite ou de supervision clinique. Il doit aller chercher son support clinique à l'extérieur. Ce que nos intervenants ici font, mais dans l'ensemble, nous on est un superviseur clinique ici, mais dans l'ensemble, les intervenants vont chercher leur formation. D'abord, en général, ils ont tous une formation de travailleur social, et puis on tend aussi à aller chercher des gens avec le plus d'expérience possible. Donc, ils vont chercher leur formation à la TRUC, à l'Association des travailleurs et travailleuses de rue du Québec, et aussi au RTPM, qui est le regroupement des organismes en travail de rue de la Montérégie. Maintenant, comme organisme aussi, on fait partie du ROTUTR, qui est le regroupement des organismes en travail de rue du Québec, qui travaille étroitement avec ces deux autres organisations-là dont je viens de nommer. Cela dit, ces formations-là que tous nos intervenants vont chercher peut leur permettre qu'entre eux se livrent une certaine forme de formation, c'est-à-dire que quand ils ont des rencontres avec notre superviseur clinique, pour, par exemple, étudier certains cas, ce qu'on appelle l'étude de cas, mais aussi pour recevoir des formations spécifiques sur certaines choses, par exemple, nouvelles drogues, les nouvelles drogues sur le marché, consommation, santé mentale, et toutes sortes d'approches différentes. Après que ces formations-là ont été acquises par nos intervenants, ils se permettent de se former entre eux. Par exemple, le superviseur clinique va dire, par exemple, décider une semaine, est-ce qu'il y aurait deux intervenants qui pourraient être intéressés à préparer une formation sur tel type, par exemple sur les nouvelles drogues qui sont sur le marché. Alors souvent, ces intervenants-là vont avoir la chance, par exemple, d'avoir eu une formation préalable par la GRC ou par les policiers provinciaux, mais le plus souvent, ça vient de la GRC, pour aller chercher la connaissance véritablement de la chose, et ils transfèrent les connaissances aux autres intervenants du groupe. C'est sûr qu'on pourrait se dire, et là je reviens à mon propos du tout début, on pourrait se dire, bon ben là on va avoir la prétention de, maintenant qu'on le sait, on va aller former la communauté, les travailleurs dans la communauté. Ce qui n'est pas notre travail en fait. C'est pas notre mission principale. On pourrait le faire, d'ailleurs, il y a certains organismes des fois qui nous demandent d'aller les supporter dans ce sens-là, mais ce n'est pas, ça ne fait pas partie de notre mission principale et on n'a pas envie non plus de s'immiscer dans des sphères d'intervention qui ne sont pas totalement les nôtres. On laisse ça, par exemple, aux organismes, à l'agence, aux organismes formateurs, à la CDC, etc., qui vont chercher des formateurs professionnels pour les donner. Cela dit, depuis quelques années, quand on parle de choses un peu méconnues au niveau du travail qu'on fait, depuis quelques années, on a développé une expertise suffisamment intéressante pour que le ministère, par exemple, de la sécurité publique, et je dis on quand je parle du travail de rue, des organismes qui travaillent en travail de rue, le ministère de la sécurité publique, depuis quelques années, a compris que pour diminuer la criminalité, c'est pas toujours la bonne formule de la répression. Ils ont compris que le travail de rue, souvent, est une approche souple, généraliste, qui permet d'approcher les personnes avec beaucoup plus de douceur, de simplicité et de confiance. Alors, ce qui fait que de plus en plus, il y a des programmes qui sont mis qui sont élaborés par le ministère de la Sécurité publique et qui vont chercher l'expertise des travailleurs de rue pour le faire, ce travail-là. Et aussi, même ici, et ça, il y a eu une espèce de suite qui s'est passée dans toute cette mentalité-là qui était en train de changer, tant au niveau du ministère de la Sécurité publique, au niveau de la GRC, mais même au niveau des corps policiers locaux. Ici, tout particulièrement depuis qu'on a eu un changement et puis là, c'est pas comme
je ne veux pas blesser personne là-dessus, mais particulièrement depuis l'arrivée du nouveau directeur de police de Longueuil, de l'agglomération, il y a une ouverture toute particulière envers le travail que nous, on peut faire, qui fait que certains de leurs agents vont arriver dans un secteur, par exemple, et ils vont dire, bon, regarde, nous autres, on a compris que ça ne donne rien d'aller heurter les jeunes, puis d'essayer de leur cogner dessus, puis essayer de continuellement être en mode répression. Très souvent, ils nous donnent un coup de fil, bon, regardez, dans ce quartier-là, dans peut-être que votre présence, elle serait probablement meilleure que la nôtre. Elle serait probablement plus efficace que la nôtre. Alors ça, cette partie-là là, est moins connue un peu du public, et moins connue de l'ensemble des autres organismes aussi, parce que tranquillement, on est en train de faire un peu plus place à l'intervention plus ciblée, par exemple, plutôt qu'une intervention qui est carrément agressive. Il y a cet aspect-là, oui, effectivement, qui est un peu moins connu de l'ensemble du travail qu'on fait. Et aussi, ben là, je pourrais te dire qu'on a notre bloc ressources en route qui existe tout le temps et qui nous permet de faire, par exemple, on a un cinéma d'éducation populaire à chaque mois qui ont choisi des sujets d'actualité et nos intervenants, par exemple, entre autres, justement, c'est un autre. On choisit à chaque mois ces 2 intervenants qui organisent le cinéma. Et eux sont chargés de trouver des sujets, d'aller chercher la documentation nécessaire pour diffuser 1 ou 2 documentaires. Et puis là, il y a une partie de questions, d'échanges avec les gens qui sont là. C'est très intéressant, très formateur. Et on essaie aussi de développer le plus possible, justement, des rencontres comme des conférences de presse pour permettre de revendiquer nos droits et nos besoins dans le communautaire, comme on va faire la semaine prochaine encore pour le projet de 70 là, sur l'aide sociale. Et voilà, c'est ce genre de choses qui est peut-être un peu moins connu de l'ensemble de l'organisme dans le milieu, mais qu'on l'a fait parce qu'on pense que c'est bon et c'est nécessaire de le faire. Ça a un impact. Ça a un impact et ça fait partie de votre film. Bon, moi, j'oserais te mettre quelques mots dans la bouche. Je pense qu'effectivement, votre expertise de travail de rue, sans que vous deveniez des formateurs, un lieu de formation, mais je pense qu'à un moment donné, cet accueil inconditionnel, cette façon de travailler sur le terrain, de prendre la personne dans sa réalité, à un moment donné, pour certains organismes, on arrive avec des situations complexes, on ne sait pas trop par quel bout de prendre ça. Je pense que vous êtes ouvert à recevoir un petit coup de téléphone, puis sans que ça devienne un aspect de formation, mais vous êtes habitué de travailler dans des conditions difficiles, je dirais, dans la vraie vie, la vraie vie. Là. Absolument. Ce qui est, justement, hier, j'étais en rencontre avec des gens, donc tu étais là aussi, je pense. C'est qu'on parlait de confidentialité. Il y a une notion, un travailleur de rue, c'est un généraliste. Et la force du travail de rue, la force de l'intervention, tu deviens un bon intervenant quand tu as la capacité de créer un lien de confiance avec les personnes. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Tu as beau avoir la formation et les études que tu voudras, cette capacité-là, c'est pas donné à tout le monde. Et d'arriver à créer le lien de confiance, pour ça, il faut que tu respectes la personne dans son entité totale. Et ce qu'elle a fait auparavant, ce qu'elle risque de faire ou quoi que ce soit, c'est pas, ton problème à toi n'est pas là. Ton problème est d'écouter la personne et d'essayer le plus possible de lui faire découvrir, pas à lui dire quoi faire, mais lui faire découvrir par elle-même quels sont les moyens qui peuvent être les plus intéressants et qui peuvent lui permettre le plus possible d'améliorer sa condition de vie. Cela dit, pour faire ça, il faut avoir un très grand respect pour la personne et ce grand respect-là se traduit très souvent par la confidentialité et l'anonymat des personnes. On n'a pas à savoir qu'est-ce
Et puis, à part ça, il y a une chose qui est fondamentale, on ne peut jamais. Moi, je me dis souvent, qui suis-je pour penser que moi, j'aurais fait mieux si j'avais passé par ce que c'est que la personne? Exactement. Et dans ce sens-là, on doit avoir un très grand respect vis-à-vis de ça. Donc, quand on s'assoit devant la personne, c'est la personne elle-même, dans son entité, et non pas ce qu'elle était, ce qu'elle a fait ou quoi que ce soit. Donc, ça demande de la confidentialité, de l'anonymat, mais, et pour ça aussi, c'est sûr que ça fait un travail qui, des fois, peut paraître un peu anonyme, un peu, mais d'un autre côté, à chaque fois que tu réussis à attirer une personne d'affaires, c'est une grande partie de ta paix. Ouais. C'est vrai, la force de créer le lien, j'ajouterais de créer le lien dans des conditions extrêmes en plus. Ouais, très souvent. Vous n'êtes pas trop dans des petits bureaux bien confortables pour créer ce lien-là avec un petit café avec tout. Il y a des fois que c'est dans des conditions extrêmes. Ça, c'est sûr. Puis c'est pour l'avoir fait pendant quelques années moi-même, le travail de rue, je te dirais que oui, on le fait dans souvent des conditions assez difficiles. Mais après l'avoir fait un certain nombre de temps, moi, après ça, quand je me suis assis dans le bureau, ça m'a pris une couple d'années pour faire mon deuil du travail de rue. Vraiment. Vraiment, c'est parce que tu touches à la réalité des choses là, quand tu es dans la rue. J'ai écouté une entrevue d'Anne Bigra, justement, en me retournant chez moi hier soir à la radio, parce que c'était le show du refuge hier soir. Et il revenait régulièrement avec ça, regardez, allez donc faire un tour dans la rue, vous allez voir c'est quoi. Avant de dire n'importe quoi, allez faire un tour dans la rue, vous allez sentir, vous allez réaliser c'est quoi qui se passe. Alors, c'est sûr que, mais ce n'est pas nécessairement dû à tout le monde aussi de faire ça pendant des années. Hein. Je pense que quand un travailleur de rue réussit à traverser ces 3 premières années, généralement, il peut faire pas mal longtemps, mais il y en a beaucoup qui traversent pas ces 3 premières années. C'est sûr que j'ai un petit parti pris pour cette approche-là, mais je pense que c'est un aspect, en toute humilité, comme tu as dit, c'est pas votre job de faire la formation, mais d'en parler de cette réalité-là du travail de rue. Moi, je vous invite à le faire, je n'arrive pas. En tout cas, c'est pas moi qui vais vous critiquer. Merci, en vrai, c'est gentil, mais effectivement, et aussi, c'est un travail qui était... ça fait pas très longtemps, il y a encore, je ne sais pas, au Québec au complet, s'il y a 500 travailleurs de rue dans tout le Québec, c'est haut, là. C'est pas une profession nécessairement qui est connue à large, là. Moi, je me rappelle qu'à l'état du terrain, on était 200-300 travailleurs de rue dans tout le Québec, c'est pas beaucoup, là. Donc, c'est sûr que c'est une profession qui est un peu marginalisée. Oui, monsieur. Est-ce que, j'aimerais ça que tu nous parles aussi de la place d'implication bénévole à Macadam, puis aussi pas juste l'implication bénévole, mais il y a des gens qui viennent des travaux compensatoires, puis un petit peu ce là. Ben écoute, écoute, moi je pourrais te parler pendant des heures un peu de notre organisme parce que je me souviens quand on a mis au monde l'école de la rue, il y avait une nécessité là. Et la commission scolaire est venue nous chercher et elle dit bon, ben, regarde, nous, il y a un certain type de jeunes là, qui quittent, qui décrochent et à laquelle on n'arrive jamais les autres à la reconnecter avec les autres. C'est impossible. Ils sont et très souvent, effectivement, c'est des jeunes soit qui sont à haut risque d'itinérance parce qu'ils ont décroché de la maison, ils ont décroché de l'école, ils sont carrément dans la rue. Ils se promènent d'un chum à l'autre, d'un appartement à l'autre, et ils sont à haut risque. Et à ce moment-là, nous, on avait accès à ces personnes-là. Et la commission scolaire, quand elle nous a offert ça, on a dit, ben oui, nous autres, on va essayer ça. On a essayé ça comme projet pilote, et on a fait le 10e anniversaire l'année passée. C'est un projet pilote quand même qui a fonctionné beaucoup. Et Espace Jeune, c'est venu un peu à la remorque d'Espace Jeune, qui est notre centre de jour et d'intégration, venu un peu à la remorque d'Espace de FAPAB, parce qu'à un moment donné, un jeune, il est arrivé un drame, fait qu'un jeune voulait se faire accepter à l'école.
Et il n'y avait peut-être pas les prérequis, en tout cas si je me souviens bien, c'est une histoire qui était à peine en secondaire 1, puis il n'y avait peut-être pas tout à fait les prérequis pour rentrer. Il fallait étudier son cas, puis on lui avait dit à ce moment-là, regarde, on va travailler là-dessus la fin de semaine, on va te redonner les nouvelles la semaine prochaine. Mais le jeune était tellement en détresse assez profonde qui n'avait pas été assez, qu'on n'avait pas saisi l'urgence, en tout cas à ce moment-là. Puis là, je dis j'étais pas à ce moment-là impliqué dans l'événement comme tel, mais on n'avait peut-être pas saisi l'urgence d'agir tout de suite. Et là, le lundi, quand on a essayé d'appeler les jeunes, on a su qu'ils étaient tout en bas du pont. Là. Et là, on s'est dit, il ne faut plus que ça arrive, ça. En tout cas, si ça arrive ailleurs, il ne faut plus que ça arrive chez nous. Et c'est là qu'on a créé Espace Jeune pour permettre de recevoir ces jeunes-là inconditionnellement. Là. Bon, si tu n'es pas prêt à aller à l'école, on va essayer de trouver le moyen, on va travailler avec toi pour arriver à te donner une chance, peut-être qu'à un moment donné, d'agripper, que ce sera dans 6 mois, que ce sera dans 1 an, mais continue à graviter autour de l'organisme, on va s'occuper de toi, on va rester en contact. Et dans l'espace jeune, ben oui, effectivement, on reçoit des travaux compensatoires, on reçoit des jeunes, des fois des jeunes qui gravitent un bon petit bout de temps autour, il y en a qui sont presque des habitués, disons que là c'est ainsi, on en a moins un peu, mais il y en a qui ont passé 2-3 ans là, à travailler avec les intervenants. Et finalement, ils ont fini par le proposé de s'installer en logement. Il y en a qui prennent plus de temps que d'autres. Il y en a qu'on va intervenir quelques fois avec eux, puis ça va être réglé. Et d'autres, ça peut passer 2-3 ans ensemble. Alors, on reçoit des jeunes, tout ça pour dire qu'on reçoit des jeunes, effectivement, des travaux compensatoires. On travaille en étroite collaboration avec le RAP, Ressources alternatives du Sud, qui est un organisme de justice alternative. C'est pas du bénévolat, mais c'est une forme de bénévolat. En fait, ces jeunes-là sont là pour payer une dette à la société, mais à quelque part, ça nous permet de les avoir près de nous, de créer un lien de confiance avec eux. Et pour eux, ça devient, dans leur tête, à eux autres, c'est du bénévolat, c'est du temps qu'ils vont donner à la communauté, qu'ils vont donner pour payer un peu leur dette envers la communauté. Et en même temps, ça leur permet d'être en lien avec, parce qu'un organisme communautaire, tu sais comme moi, il y a un esprit familial dans à peu près tous les organismes communautaires. Et peut-être que ces jeunes-là, souvent, c'est la première fois qu'ils vont vivre une atmosphère fraternelle, d'être avec des gens qui font attention à eux, qui leur disent bonjour, qui leur sourient, comment ça va, ils mangent avec nous, etc. Alors donc, il y a cet aspect-là qui est intéressant, qui n'est pas véritablement du bénévolat, mais en tout cas pour eux, ça en est une forme de bénévolat. Cela dit, surtout, tout l'organisme, on n'est pas véritablement un organisme qui fait appel beaucoup au bénévolat, malheureusement. Oui, sans action bénévole. Non, mais parce qu'aussi, c'est qu'il y a des organismes qui font des choses et qui ont une mission qui est plus facile à réaliser pour les bénévoles. Nous, si tu as un groupe d'intervenants, nous, tu sais, la grosse majorité du budget de l'organisme, c'est sa masse salariale. On est tous des intervenants, on est 20. Donc, on est 4 personnes à l'administration, puis il y a 16 intervenants sur le terrain. Donc, et puis, bon, on ne peut pas demander à des gens qui n'ont aucune espèce de formation, aucune connaissance de ce que c'est l'intervention, de prendre le risque d'intervenir auprès des personnes qui, des fois, peuvent faire une mauvaise manœuvre et faire plus de mal que de bien. Et c'est arrivé. C'est arrivé. Donc, on fait très peu de bénévolat. On a 2 bénévoles qui sont ici, par exemple, qui travaillent avec nous depuis des années. On a Eric qui est merveilleux, qui est à l'entretien ménager depuis plus de 15 ans, et Maurice, qui est notre bénévole clérical, qui est là, et qui maintenant, je pense qu'il va avoir 85 l'année prochaine. Incroyable, en santé au bout, mais ça fait aussi au-delà de 15 ans, presque 20 ans qu'il est avec nous. Donc on a deux bénévoles solides. De temps à autre, il va y avoir un professeur à la retraite qui va venir faire du bénévolat à l'école en bas pour soutenir les intervenants, pour soutenir le professeur aussi qui nous est fourni par la commission scolaire dans les
Écoute, pour vous côtoyer depuis quelques années, je sais aussi que vous avez des bénévoles sur le conseil d'administration qui sont ici depuis un sacré bout de temps aussi. Je viens de me faire penser que vous m'avez dit, hey, on est bénévole, il n'y a pas genre. Ils vont l'écouter, l'entreprise. Puis, ben, tu sais, c'est pas tant pour te rappeler que t'es oublié que pour dire, ces gens-là sont ici depuis longtemps, puis t'as nommé ton monsieur Boris. C'est ça. Bon. Les gens sont impliqués depuis longtemps puis ils ont à cœur la mission. Moi, je l'ai senti pour avoir assisté à vos assemblées générales. Fait qu'ils viennent chercher quelque chose. Ils trouvent quelque chose. Ils donnent, mais ils viennent chercher quelque chose. Oui, je te dirais que quelque chose de très particulier, c'est que, par exemple, le président du conseil d'administration qui est là depuis au-delà de 20 ans maintenant, à la présidence, est un des premiers intervenants de l'organisme il y a 33 ans, qui a travaillé dans les clics et les gangs, pas la première année, je crois que c'était la deuxième année, quelque chose comme 85. L'organisme est né en 83, et en 85, Denis a fait, je ne me souviens pas, il faudrait que je relise les archives un peu, a fait 1 an ou 2 comme intervenant à Macadam, et est revenu sur le conseil d'administration quelques années plus tard, puis ça fait maintenant presque 20 ans, ça fait au-delà de 20 ans qu'il est président du conseil d'administration. Et on se souviendra aussi que le premier véhicule, le premier truck qu'on a acheté, qu'on avait acheté avec le soutien de la Caisse populaire, et la Caisse populaire, ils ont dit, ben regarde, il faudrait qu'on vous envoie un de nos membres sur le conseil d'administration. Peut-être que dans ce temps-là, ils se disaient que c'était un peu plus cheap. Cela dit, Francine Lataille est avec nous depuis ce moment-là. Ça fait au-delà de 15 ans aussi qu'elle est là. Et José Latendresse, qui est secrétaire secrétaire, est là aussi depuis au-delà de 10 ans maintenant. Ça fait oui, on a des gens sur le conseil d'administration qui sont aussi imprégnés de la mission que nous autres. Et c'est ça qui est formidable. Hein? Parce que je pense qu'un organisme communautaire, s'il ne fait pas corps, s'il ne fait pas, s'il y a une unité avec son conseil d'administration, ça peut être très difficile à maintenir à flot. Mais quand le conseil d'administration se sent tout aussi impliqué que les employés, alors là, ça va bien. Ça fait une bonne job. Oui, ça fait une bonne job. Exactement. J'aimerais ça, Réginald, que tu me donnes peut-être un petit peu ton opinion, ta vision par rapport au travail collectif de lutte contre l'itinérance, autant au niveau des organismes communautaires, des institutions. C'est quoi ta vision? C'est quoi? As-tu identifié des points d'amélioration du travail collectif pour mieux aider le monde à ce niveau-là? C'est sûr qu'il y a des points d'amélioration, il y en a plein encore. Hein. On a encore beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Moi, je te dirais, pour l'avoir vécu quelques années dans la rue, pour avoir travaillé avec des itinérants, et d'en avoir sorti de la rue, carrément, il y a un mot qui me revient, c'est persévérance. Persévérance. Il faut énormément de persévérance pour travailler avec ces gens-là parce que, bon, si on parle d'un itinérant chronique, épisodique, ponctuel, bon, c'est une autre histoire. Généralement, il est là à cause d'occasions passagères qui se passent dans sa vie et qui est encore en mesure peut-être de gérer et de passer par-dessus avec l'aide de peu d'intervention et tout ça. Sauf que le chronique, très souvent, il est là depuis 3, 4, 5 ans. La rue a rendu son milieu de vie carrément. Ouais. Et ces gens-là sont d'une méfiance absolument envers tout le système, envers tout ce qui c'est. Puis, ils ont eu tellement de mal et de difficultés dans la vie, de misère, qu'ils ne croient plus à rien. Ils ne font plus confiance à personne. Et pour arriver à faire quelque chose pour eux, il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils vont nous dire « Ah, ben, t'es bien gentil de venir à mon secours. » Non, c'est pas le même que ça marche. Au contraire, avant d'arriver à créer un lien, un véritable bon lien avec un itinérant, il faut persévérer longuement pour qu'à un moment donné, il se fasse un déclic à l'intérieur de cette personne-là et dire « Mais écoute donc, finalement, il est peut-être pas si mauvais, il veut peut-être m'aider pour vrai. » Et à partir du moment où ça se passe dans la tête de l'itinérant, chronique, j'entends, et c'est là qu'on peut
à peine commencé le travail. Là. Mais tant que ça s'est pas passé, là, puis très souvent, les gens se découragent parce qu'ils se disent, bon, il n'y a rien à faire avec lui, regarde, c'est un institutionnalisé, il est dans la rue. On a essayé de l'aider, tout le monde a essayé, tout le monde le connaît, bon, il n'y a rien à faire. C'est évident, oui, il y en a qui n'ont rien à faire, on le sait. Mais, sauf qu'il y en a encore, et ce que je reproche beaucoup au gouvernement, c'est de mettre beaucoup d'argent sur le béton, puis sur construire des abris, puis mais qui mettent très peu d'argent, parce que, pour travailler avec un itinérant, nous autres, on fait du travail de rue. Le travail de rue, ce n'est pas un travail de suivi, c'est pas un travail clinique de suivi, c'est un travail d'écoute, etc. Oui, on va faire un peu de suivi quand le besoin se fait sentir. Mais pour travailler avec un itinérant, il n'y a aucune autre façon d'arriver à faire quelque chose avec une personne comme ça, c'est de le suivre pendant un maudit bout de temps. Puis pour ça, effectivement, il faut qu'il mette du temps. Donc, ça demande énormément d'effectifs. Nous autres, nos travailleurs de rue, quand ils commencent à avoir 2-3 rendez-vous une soirée, là, ben là, ils sont plus sur le terrain. Là. Ils sont rendus d'un appartement, puis là, d'un moment à l'autre. Je les vois ici là, souvent, puis on est obligé souvent d'être obligé de leur redire. Attention, là, tu prends trop de rendez-vous, tu ne seras plus capable de faire ta rue. Parce que le travailleur, il est là pour répondre aux urgences, aux besoins d'urgence. Si à un moment donné, tu as tous des cas cliniques et des suivis, ben, tu ne peux plus répondre aux besoins d'urgence. Mais pour travailler avec les itinérants, tu n'as pas le choix. Il faut que tu le suives. Et ça, il nous manque beaucoup. Il y a tout l'aspect persévérant. Il y a l'aspect aussi, bon, là, on est en train de développer avec les nouveaux projets. On le sait tous que ça nous complique la vie. Mais d'un autre côté, c'est probablement une des meilleures choses qui peut arriver aux itinérants, aux vrais itinérants. De ne pas. Puis, il va falloir aussi accepter que ça se peut qu'on se prenne par 2, 3, 4 fois avant d'arriver à mettre un itinérant en logement, en appartement, à plein temps. Parce que, comme on en parlait justement hier, la personne va arriver dans l'appartement. Bon, elle a son chèque d'aide sociale, et là, arrive dans l'appartement, il n'est pas meublé, il n'a pas mangé, il n'y a rien, il n'y a même pas de lit, et quoi que ce soit. Suite là, il y a une phase de découragement en partant, et il sait qu'il va prendre son chèque d'aide sociale pour tout payer ce loyer-là, puis après, il n'y a que rien. Alors souvent, l'itinérant va dire, ben, je suis bien mieux de rester dans la rue, parce que dans la rue, je vais chercher mon repas gratis, au repas du passant, je vais chercher mon abri, mon coucher à l'abri, et puis le reste du temps, ben là, je peux m'acheter ma boisson, puis mon petit joint, puis la vie est encore plus belle de même que d'aller m'enfermer dans un logement avec absolument rien, c'est tes couches, tout seul, et j'ai aucun contact humain. Et c'est à ça qu'il faut penser. Et il faut arriver à maîtriser tous ces éléments-là pour arriver à sortir les itinérants de la rue, puis on n'est pas sorti du bout, il y en a du travail à faire. Mais disons que ça avance au niveau de la compréhension de la chose. Ça avance lentement, mais ça avance au niveau de la compréhension. Tu as nommé persévérance, puis en même temps, c'est ça, dans les concertations, dans nos réalités organisationnelles, souvent, ben c'est ça, il faut que ça aille vite, etc. Fait qu'il y a matière à réflexion, puis de regarder comment on peut dealer avec nos limites, puis cette réalité-là. L'autre affaire aussi, tu as soulevé la question de la SRA, la stabilité résidentielle avec accompagnement, pour ceux qui ne connaissent pas ça, puis tu as dit que c'est quand même une bonne chose, parce que si je me trompe pas, c'est-à-dire que là, ça nous oblige à travailler entre nous autres, ça nous oblige à créer des liens un petit peu plus serrés de collaboration. On collabore de façon naturelle, les organismes communautaires, depuis longtemps, mais là, on va mieux structurer nos collaborations, puis ce bout-là, c'est un des bons points. C'est un des bons points, effectivement. Je ne vais peut-être pas suffisamment élaborer là-dessus, mais oui, c'est dans ce sens-là que je voulais le dire, c'est que ça nous oblige, on collaborait, on a toujours collaboré, puis je voulais le dire, il faut continuer à faire ce qu'on fait dans ce programme-là, sauf que ça nous oblige à non pas juste s'occuper de ce que nous on fait, mais s'occuper aussi de ce que l'autre fait. Ouais. Donc, l'autre organisme avec qui on va établir un partenariat pour s'assurer que l'usager, l'itinérant sur qui on travaille, va faire le chemin qu'il faut qu'il fasse,
ben, à ce moment-là, ça nous oblige à être un peu entre nous, d'être un petit peu plus alerte, puis et je pense que là, la porte est ouverte pour une collaboration des intervenants et pas juste des organismes, parce que là, on parle plus juste, on arrête de philosopher autour de l'affaire, là, puis d'avoir comment je dirais, des vœux pieux. Des vœux pieux, effectivement, là, mais là, c'est réel. Il va falloir que les intervenants, comme on le disait hier, il va falloir que les intervenants, on arrive à regrouper tous les intervenants qui travaillent sur ces programmes-là, pour qu'ils partagent ensemble leur façon de travailler dans le respect, puis dans aussi, comme on revient un petit peu quand tu parlais au niveau de l'expertise tout à l'heure, d'accepter comment l'autre travaille, de se mettre au courant comment l'autre travaille, comment on va faire pour arriver à nous. Et ça, on le développait un petit peu naturellement, mais souvent, bon, OK, on travaillait une collaboration un petit peu à distance. Là, il va falloir resserrer les rangs un peu plus. Et ça ne peut qu'être positif, je pense. Oui, parce que ça additionne les forces. Ça additionne les forces. Ça additionne les forces. Au bout de la ligne, c'est les personnes qui ont besoin de nous autres qui vont être mieux servies là-dedans. Exact. Ben écoute, Réginald, moi, je pense que ça fait le tour et je te dirais un gros merci d'avoir accepté notre entrevue. J'espère que je n'ai pas trop parlé. Ça fait un plaisir. Merci. Merci, André.